Darius Mbamba grandit dans un environnement où les rêves semblaient souvent irréalisables. Banlieue Nord, une ville qui traînait derrière elle des stigmates de pauvreté et de marginalisation, était un endroit où l'espoir était une denrée rare. Les rues étaient souvent désertées, les bâtiments décrépits et les commerces fermés. C'était un lieu où l'on se battait chaque jour pour survivre, et non pour prospérer. La communauté était divisée entre ceux qui tentaient de sortir de ce cercle vicieux et ceux qui, résignés, avaient accepté une vie marquée par l'ombre du chômage, des préjugés sociaux et un système éducatif qui semblait ne pas voir les talents cachés sous la surface. Issu d'une famille congolaise modeste, Darius n'avait pas connu la facilité. Sa mère, Grace, enseignait dans une école primaire du quartier. Elle était passionnée par son métier, croyant profondément que l'éducation était la clé qui pouvait ouvrir toutes les portes. Cependant, en raison des ressources limitées de l'établissement, elle était souvent confrontée à des classes surchargées et à des élèves en difficulté, mais elle ne laissait jamais son engagement vaciller. Darius la voyait rentrer chaque soir fatiguée, mais fière de l'impact qu'elle avait sur ses élèves, leur apportant bien plus que des connaissances académiques. Elle leur offrait l'espoir d'un avenir meilleur. Son père, Georges, travaillait dans une usine de métallurgie, passant ses journées à souder et à fabriquer des pièces. Il était un homme de l'ombre, n'ayant pas de statut social élevé, mais il était le pilier de la famille, travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de son foyer. Georges, cependant, n'avait jamais eu la chance de poursuivre ses rêves ou d'accéder à l'éducation supérieure. Au fond de lui, il espérait que son fils aurait une chance que lui-même n'avait pas eue. Pour lui, Darius était la promesse d'un avenir différent, celui où la couleur de la peau n'aurait pas à être une barrière dans la quête de la réussite. Dans ce cadre familial empreint de valeurs solides, Darius grandit, tout en étant témoin de la lutte quotidienne de ses parents. Ce qui marqua profondément sa jeunesse fut le contraste entre la lutte de sa famille pour se faire une place dans un monde qui ne leur offrait guère d'opportunités, et l'abandon manifeste du système vis-à-vis des personnes issues de son quartier. Darius comprit vite que la justice n'était pas simplement une question de droit ou de légalité, mais une question de pouvoir. Ceux qui en avaient, l'utilisaient à leur avantage, et ceux qui en étaient privés devaient souvent se battre sans relâche pour se faire entendre. Dès son plus jeune âge, Darius se distinguait par son intelligence hors du commun. Il absorbait les livres comme une éponge. Quand les autres enfants se retrouvaient à jouer dans les rues poussiéreuses, lui, il préférait plonger dans les récits de Victor Hugo, des biographies de grands leaders ou des livres de philosophie. La bibliothèque municipale était son refuge. Dans cet espace silencieux, il avait découvert des mondes qui lui étaient inaccessibles, mais qui, à ses yeux, étaient les clés pour comprendre et changer le monde qui l'entourait. Il n'y avait pas d'enfant plus assidu que lui, que ce soit en histoire, en littérature, ou même en sciences sociales. Cependant, ce qui allait transformer sa vie fut un événement marquant qu'il vivait à l'âge de 15 ans, alors qu'il était encore au lycée. Ce jour-là, il était resté devant la télévision, accroupi sur le sol de son modeste salon, lorsque l'affaire du procès d'un innocent accusé à tort de viol éclata sur l'écran. L'homme, un jeune étudiant de banlieue, avait été accusé par une femme influente de l'avoir agressé, mais son avocat, un défenseur public obscur aux yeux de nombreux observateurs, parvint à démontrer, avec des preuves et un raisonnement implacable, que l'accusation reposait sur des mensonges. L'avocat avait démantelé méthodiquement l'accusation, montrant que les preuves étaient fabriquées et que l'enquête était bâclée. Ce fut un moment clé pour Darius. Il observa avec une fascination presque religieuse la manière dont l'avocat prit le contrôle de la salle d'audience, transformant ce qui semblait être une cause perdue en une victoire éclatante de la vérité. Darius ne put oublier cette scène, et ce soir-là, dans l'obscurité de sa chambre, il décida que sa vie serait consacrée à cette cause. À partir de ce moment précis, il cessa de rêver de célébrité ou de richesse. Il rêvait de justice. Il comprit que l'avocat avait le pouvoir de défendre ceux que la société avait oubliés, que la parole pouvait être une arme bien plus puissante que l'argent ou la violence. Ce jour-là, un rêve avait pris forme, celui de devenir avocat. Au lycée, Darius s'illustra rapidement par son esprit acéré et sa capacité à remettre en question les idées reçues. Les professeurs l'admiraient pour son intelligence et son argumentation rigoureuse, mais certains élèves ne le comprenaient pas. Dans un environnement où la majorité des jeunes se contentaient de décrocher leur diplôme pour partir travailler ou chercher à échapper à leur réalité, Darius s'imposait comme un oiseau rare. Il passait des heures à étudier des dossiers, des affaires judiciaires et des textes de loi dans le but de se préparer à ce futur qu'il avait déjà choisi. Mais ce n'était pas facile. Les obstacles étaient multiples. Dans les couloirs du lycée et plus tard, à l'université de Paris, il faisait face à une réalité qu'il n'avait pas anticipée, le racisme.
Que ce soit dans les regards furtifs ou dans les paroles discrètes, Darius savait qu'il n'était pas perçu comme l'un des leurs. Le milieu académique, malgré son apparente ouverture, n'était pas exempt de préjugés. Darius, pourtant, faisait face avec une détermination farouche. Il comprit que ces épreuves étaient aussi une forme de test, un test de son caractère et de sa capacité à rester fidèle à ses principes. Ses professeurs, bien que parfois bienveillants, avaient tendance à minimiser ses idées novatrices. Certains de ses camarades, héritiers de familles riches et influentes, ne cachaient pas leur condescendance envers lui. « Tu es un brillant étudiant, mais le monde réel ne fonctionne pas comme dans les livres, Darius. » Ces mots résonnaient parfois dans ses oreilles, mais au lieu de le décourager, ils renforçaient sa détermination. Darius savait qu'il devait prouver qu'il était plus qu'un simple produit du système éducatif. Il voulait prouver que l'égalité n'était pas une utopie mais un principe fondamental de la société. Ses années à l'université de Paris furent marquées par cette quête incessante de vérité et de justice, mais aussi par la solitude. Si certains l'admiraient pour son talent, d'autres préféraient le minimiser, se réfugiant derrière des clichés et des stéréotypes. Mais Darius, implacable dans son désir de réussite, utilisa chaque obstacle comme une leçon, chaque préjugé comme un carburant pour son ambition. Quelques années après avoir obtenu son diplôme en droit, Darius Mbamba rejoignit le prestigieux cabinet d'avocats Lemaire et compagnie, une des institutions juridiques les plus respectées de la capitale. C'était un honneur pour lui de commencer sa carrière dans un environnement aussi prestigieux, mais dès son arrivée, Darius comprit que le cabinet n'avait pas une politique de diversité véritablement marquée. Il se retrouvait souvent seul dans une salle où les autres avocats étaient tous blancs, issus de familles bourgeoises, ayant étudié dans les meilleures écoles. Mais Darius ne laissait pas ces différences le définir. Au contraire, il voyait cela comme une opportunité unique, une chance de démontrer qu'il était bien plus qu'un simple représentant de sa communauté, qu'il pouvait redéfinir les attentes de la profession, un cas à la fois. Le regard des autres, parfois bienveillant mais souvent condescendant, ne l'intimidait pas. Il avait grandi en affrontant des préjugés, des doutes et des obstacles invisibles à chaque étape de son parcours. Ce n'était pas différent ici. Il se rappelait souvent les mots de sa mère, Grèce, qui lui avait dit « La meilleure manière de briller, mon fils, c'est de faire en sorte que personne ne puisse ignorer ta lumière, même dans l'obscurité la plus profonde. » Ces mots l'avaient guidé pendant ses années de formation et maintenant, dans ce cabinet prestigieux, il le poussait à ne pas simplement exister dans l'ombre, mais à se faire une place, à transformer cette adversité en moteur. Son premier grand défi arriva à la fin de sa première année dans le cabinet. Il avait travaillé dur sur des dossiers plus simples, mais lorsqu'il fut informé qu'il allait devoir défendre un homme accusé de meurtre, la gravité du cas lui apparut immédiatement. Le dossier concernait Malik Dieng, un jeune homme noir d'origine sénégalaise, accusé d'avoir tué un homme blanc dans un quartier populaire de la ville. L'affaire semblait, à première vue, une formalité. Malik avait été interpellé après une altercation qui avait dégénéré en violence, et la presse n'avait pas tardé à en faire une affaire de haine raciale, le qualifiant de criminel sans procès préalable. Le cabinet Lemaire et compagnie avait un nom à défendre. La pression de gagner ce procès était énorme, mais ce qui préoccupait Darius n'était pas simplement la victoire. Ce qui le hantait, c'était la précipitation avec laquelle tout le monde semblait avoir condamné Malik, simplement en raison de ses origines et de son statut social. Darius savait que la justice ne pouvait être rendue sur la base de préjugés. Si Malik était innocent, Darius devait tout mettre en œuvre pour que la vérité éclate, peu importe les obstacles qui se dresseraient devant lui. Il se plongea corps et âme dans le dossier. Les images de surveillance du lieu de l'altercation étaient floues, mais suffisamment claires pour permettre à Darius de repérer des incohérences dans les témoignages de l'accusation. Il interrogea les témoins, cherchant des détails que d'autres avocats auraient peut-être négligés, comme la position des corps, les mouvements des personnes impliquées, les sons entendus lors de l'altercation. Chaque petit détail comptait. Les procédures policières avaient été bâclées, le témoignage d'un témoin clé semblait étrange, et les preuves matérielles laissaient planer des doutes sérieux sur la culpabilité de Malik. Darius consacra des nuits entières à préparer sa défense. Chaque élément, chaque témoin, chaque indice était analysé à la loupe. Il savait que ce n'était pas seulement un simple procès criminel. Ce procès avait des implications bien plus profondes sur la perception de la justice dans la société, notamment en ce qui concerne la discrimination raciale systémique dans le système judiciaire. C'était une occasion rare pour lui de renverser les attentes et de prouver que la justice ne devait pas être un privilège des puissants, mais un droit pour tous, sans distinction de race ou de classe sociale. Le jour du procès arriva enfin, et la salle d'audience était pleine.
L'atmosphère était électrique, remplie de journalistes, de curieux et de spectateurs avides de connaître le verdict. Darius entra dans la salle d'audience avec son costume impeccable, sa posture droite et ses lunettes fines, qui donnaient à son regard un éclat de détermination. Il n'était pas là pour impressionner les autres, mais pour faire son travail avec une intégrité absolue. La foule était silencieuse lorsqu'il s'assit, observant le juge en face de lui, le juge Lambert, un homme de 60 ans, une figure imposante de la justice, respecté pour sa rigueur, mais aussi redouté pour son intransigeance. Beaucoup de ses collègues avocats avaient averti Darius de la dureté du juge Lambert, qui semblait avoir peu de patience pour les jeunes avocats, encore moins pour un avocat noir issu d'un quartier populaire. Le procureur, Jean-Pierre Dupont, un homme d'une quarantaine d'années, était un vétéran du tribunal. Il était réputé pour sa compétence, mais aussi pour sa tendance à se laisser guider par des stéréotypes raciaux dans ses dossiers. Darius savait qu'il allait devoir affronter non seulement les faiblesses du dossier de l'accusation, mais aussi les préjugés profondément ancrés dans le système judiciaire. Le procès commença, et Dupont ne tarda pas à présenter sa thèse. Selon lui, Malik Dieng avait tué un homme sans raison, un acte de violence gratuite motivé par la haine raciale. Dupont s'appuyait sur le témoignage de témoins qui, dans leur majorité, avaient décrit Malik comme l'agresseur dans cette affaire. La presse avait déjà jugé Malik coupable, et Dupont en profita pour renforcer cette image de l'homme noir violent et dangereux. C'était un récit simple, clair et que le public pouvait facilement croire. Mais Darius n'était pas du genre à se laisser intimider. Il se leva avec une assurance tranquille, la tête haute, et commença sa plaidoirie. Il n'avait pas besoin de crier, de faire du théâtre. Sa voix, calme et mesurée, portait tout de même une force indéniable. « Votre honneur, dit-il en regardant le juge Lambert, avant de se tourner vers le jury, l'accusation repose sur des hypothèses et des préjugés, mais nous ne sommes pas ici pour juger les origines de mon client, ni la couleur de sa peau. Nous sommes ici pour juger les faits, et les faits, tels qu'ils sont, montrent un tout autre visage. » Darius commença son intervention avec la même détermination tranquille qu'il avait toujours manifestée dans ses précédentes affaires, mais cette fois, il savait que chaque mot comptait. Il s'attaqua au cœur du dossier de l'accusation, démantelant méthodiquement les incohérences dans les témoignages des témoins. Un à un, il pointa des éléments négligés ou volontairement omis, qu'il avait minutieusement examinés pendant des jours. Les témoins de l'accusation avaient décrit un Malik Dieng comme un agresseur impulsif, un homme possédé par la colère. Mais Darius n'avait pas cessé de creuser, en explorant chaque angle pour révéler la vérité cachée derrière ces récits. Il commença par mettre en lumière des contradictions flagrantes dans les dépositions. Un témoin, qui avait prétendu avoir vu l'altercation en détail, avait apparemment omis de mentionner un fait crucial. Il y avait eu une deuxième personne présente, un autre homme, qui semblait être impliqué dans l'escalade de la violence. Un homme que la police n'avait jamais interrogé, et dont les rapports initiaux ne faisaient aucune mention. Darius insista sur ce point. Comment se fait-il que ce témoin, pourtant central dans l'accusation, ait oublié de mentionner un autre individu impliqué dans l'incident? Il fit une pause, laissant le silence peser lourdement dans la salle d'audience. Chaque regard se tourna vers l'accusation, et Dupont, le procureur, ne pouvait masquer son malaise face à cette révélation. Mais cela n'était que le début. Darius introduisit les enregistrements vidéo, des images provenant de caméras de surveillance situées à proximité du lieu du crime, qui avaient été sous-exploitées lors de l'enquête. Les vidéos montraient clairement Malik, non pas comme l'agresseur, mais comme un homme qui se défendait après avoir été attaqué en premier. Les images, nettes et indiscutables, prouvaient que Malik n'avait pas initié la violence, mais qu'il avait été obligé d'agir pour se protéger. Ce détail simple mais percutant secoua l'assistance. Le procureur, qui avait bâti son cas sur une histoire de violence gratuite, voyait son récit se défaire sous les yeux de tous. Cependant, ce n'était toujours pas tout. Darius garda son dernier atout pour la fin. Un élément qui, selon lui, allait non seulement affaiblir l'accusation, mais bouleverser tout le procès. Il introduisit le test ADN réalisé sur l'arme du crime. Les résultats étaient clairs. L'ADN trouvé sur la poignée de l'arme ne correspondait pas à celui de Malik, mais à celui d'un autre individu, un homme au casier judiciaire obscur, connu des forces de l'ordre mais jamais interrogé dans cette affaire. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Le procureur tenta de dissimuler son choc, mais il ne pouvait plus masquer la faiblesse de sa position. Le juge Lambert, qui jusque-là avait écouté avec une attention silencieuse, se leva brusquement, visiblement impressionné par la profondeur de l'enquête.
Il tourna son regard vers Darius, et sa voix, habituellement ferme et autoritaire, trahit un certain respect. « Comment avez-vous découvert cela ?» Ce n'était pas une question banale, c'était un geste d'admiration sincère pour la rigueur et la ténacité du jeune avocat. Darius, sans se laisser émouvoir par l'attention, répondit calmement. « La justice ne se trouve pas dans les suppositions, mais dans la vérité. Et la vérité, votre honneur, se cache parfois là où on ne veut pas la chercher. » Ces mots résonnèrent dans la salle, marquant un tournant décisif dans le procès. Après une longue délibération, où les jurés avaient dû examiner minutieusement les preuves et les arguments présentés, le verdict tomba enfin. « Non coupable », dit le juge Lambert d'une voix grave. Le poids du moment se fit sentir dans toute la salle. Malik Dieng, les mains tremblantes, reçut la nouvelle avec une expression d'incrédulité, avant que la salle ne se remplisse de bruits de félicitations et d'applaudissements. Malik était acquitté. Mais pour Darius, il n'y avait pas de triomphe visible. Il ne sourit pas, ne leva pas les bras en signe de victoire. Pour lui, cette victoire n'était qu'une étape dans une lutte beaucoup plus vaste. Il savait que ce n'était pas la fin, mais un commencement. Une preuve de plus qu'une victoire, aussi importante soit-elle, ne garantissait pas la justice pour tous. Cette affaire n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan d'une justice encore trop souvent marquée par des biais raciaux et sociaux. Alors que la salle se vidait, le juge Lambert, dans un geste inattendu, s'approcha de Darius. Il tendit la main, un sourire sincère éclairant son visage. « Vous m'avez impressionné, jeune homme. Vous êtes une étoile montante dans ce domaine. Vous avez non seulement prouvé votre compétence, mais aussi votre capacité à changer les règles. » Ce compliment, venant d'un homme aussi respecté que Lambert, était une reconnaissance rare et précieuse. Mais Darius, fidèle à sa nature, répondit simplement. « La justice, ce n'est pas une question de compétence personnelle, c'est une question de devoir envers ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. » Ce n'était pas de l'humilité feinte, mais une conviction profonde. Pour lui, chaque victoire était un pas de plus vers un système plus équitable. Quelques mois après ce procès, Darius Mbamba devint une figure de proue dans la défense des droits civiques. Il était désormais un avocat respecté pour sa rigueur, son intégrité, mais aussi pour sa capacité à défendre ceux que la société avait souvent oubliés. De plus en plus de clients venaient chercher son aide, confiant que Darius, sans se laisser écraser par le système, ferait tout pour faire éclater la vérité. Il savait que ce chemin était semé d'embûches, que le système était puissant et souvent résistant au changement. Mais, comme il l'avait fait ce jour-là, il était prêt à briser les barrières, à redéfinir ce que pouvait être la justice et à incarner un avenir où la justice ne serait pas un privilège pour certains, mais un droit pour tous.